Votre cash, vos décisions. Bienvenue au podcast Finance 360 avec Alex Demers. Je vais vous expliquer pourquoi la prochaine génération de Québécois pourrait bâtir beaucoup plus de richesses avec la bourse qu'avec l'immobilier. Pendant des décennies, acheter une maison, ça a été l'une des façons les plus répandues pour bâtir son patrimoine au Canada, mais les conditions qui ont permis aux propriétés d'exploser en termes de valeur au cours des 25-30 dernières années, ces conditions-là sont en train de changer. Donc, le but de l'épisode d'aujourd'hui, c'est justement d'essayer de voir si, en 2026, devenir propriétaire, c'est encore une bonne stratégie pour s'enrichir. Pendant des années au Canada, la plupart du monde avait la même recette pour bâtir leur patrimoine. Ils travaillaient, ils achetaient leur première propriété le plus rapidement possible et rendu à 50-55 ans, leur maison était complètement payée. Demandant à quelqu'un qui est retraité ou qui approche de la retraite, c'est quoi la plus grosse portion de sa valeur nette? Dans la majorité des cas, la réponse, ça va être leur maison. Ils ont acheté ça il y a 30-40 ans, où ils se sont fait construire, puis là, en date d'aujourd'hui, leur résidence, ça vaut pas loin de 700-800 000 ou 1 million, mais je suis convaincu que la prochaine génération va s'enrichir différemment. Je pense que pour les Québécois qui ont maintenant 20, 25, 30 ans, la bourse va jouer un rôle beaucoup plus important que ça a été pour leurs parents. Et j'irais plus loin que ça. D'après moi, plusieurs jeunes qui vont rester locataires plus longtemps, au lieu d'acheter à 25 ans ou 30 ans, ils vont peut-être acheter à 35, 40, 45 ans, ou peut-être qu'ils vont rester locataires toute leur vie. Mais au final, le point, c'est que ils vont bâtir probablement davantage de patrimoine grâce à leurs investissements en bourse que ce que les propriétaires vont réussir à accumuler avec leur maison dans les 10, 15, 20 prochaines années. Mais là, avant même de parler de ce qui risque de se produire au cours des prochaines décennies, je vais revenir sur ce qui s'est déjà passé. Historiquement, la bourse a tendance à battre les rendements de l'immobilier. Pourtant, au Québec, on entend souvent que l'immobilier, c'est le meilleur investissement qu'on peut faire. Donc, ce que j'ai fait de mon côté, c'est que j'ai comparé le S&P 500 avec l'évolution des prix de l'immobilier au Canada et j'ai fait l'exercice en prenant une période de 25 ans qui a été extrêmement favorable à l'immobilier. Je parle ici de 1996 à 2021 et j'ai pris les données de la Banque des règlements internationaux et de leur côté, l'indice immobilier canadien est passé de 44,8 en septembre 96 à 217,8 en septembre 2021. Donc, ça représente une augmentation du prix des propriétés d'environ 6,5% par année. Et si on regarde l'évolution de l'indice S&P 500 pendant la même période, on constate un rendement annuel moyen d'environ 10% en incluant le réinvestissement des dividendes. Donc, 6,5% par année pour probablement l'une des meilleures périodes de l'immobilier au Canada versus 10% par année avec les marchés boursiers américains. Là, il y a un écart de 3,5% et ça a l'air pas si pire que ça. Mais si on calcule le rendement composé sur 25 ans, ça fait une méchante différence. Et je vais vous l'illustrer avec une somme de 100 000 $. 100 000 $ à 6,5% par année pendant 25 ans, tu te retrouves avec 485 000 $, ce qui est déjà pas mal. Mais 100 000 $ à 10% par année sur 25 ans, mais là, tu es rendu avec un peu plus qu'1 million. Là. Donc, autrement dit, vous vous ramassez avec plus que le double de ce que l'immobilier vous aurait donné. Et là, je vais quand même revenir sur cette comparaison-là parce que c'est un peu simplifié, dans le sens que c'est pas aussi simple que ça. Le 6,5% que je vous donne, ça représente l'appréciation du prix de l'actif sur la période de 25 ans, mais c'est pas le rendement que vous auriez obtenu par rapport à votre mise de fonds. Il faut comprendre que l'immobilier, ça vient avec un énorme avantage qui est l'effet de levier. Pour être propriétaire d'une maison de 500 000, vous pouvez mettre seulement 5% qui équivaut à 25 000 et la maison qui augmente de 10%, à ce moment-là, votre actif vient de gagner 10% de 500 000, elle vient de gagner 50 000, même si votre capital initial en termes d'investissement de vos poches, c'était seulement de 25 000 $. Et là, si on calcule le rendement à partir du capital investi, vous avez fait un profit de 50 000 $ avec une mise de fonds de 25 000, à ce moment-là, ça vous donne pas mal un rendement de 200%. Par contre, dans ce calcul-là, on ne prend pas en compte le fait que l'effet de levier, il y a un coût, là, dans le sens que vous allez payer des milliers de dollars en intérêt. Là. Dites-vous qu'une hypothèque de 475 000 $ avec un taux moyen de 4% sur 25 ans, vous allez payer 275 000 en intérêt. Autrement dit, votre maison à 500 000, dans les faits, elle vous a coûté 775 000.
Et l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le levier financier, ça fonctionne dans les deux directions. Oui, ça amplifie les gains, mais ça peut aussi amplifier les pertes. Et c'est pour ça qu'en cas de baisse de prix sur l'immobilier, les propriétaires ils peuvent se retrouver en situation d'équité négative, c'est-à-dire que la valeur de leur maison est rendue plus basse que le solde de leur hypothèque. Bref, le rendement annuel moyen de 6,5% pour les prix de l'immobilier au Canada, c'était plus pour comparer la croissance de deux types d'actifs différents sur une période de 25 ans. Et comme je vous dis, entre 1996 et 2021, c'est là que le mouvement à la hausse du marché immobilier canadien a commencé. C'est-à-dire que c'est à partir de là que beaucoup de facteurs ont été très favorables à l'immobilier. Je parle ici de la croissance du revenu disponible, la baisse des taux d'intérêt, la croissance démographique, l'accès au crédit hypothécaire, etc. Et honnêtement, le facteur le plus important, ça a été la diminution du coût de l'argent. Autrement dit, des taux d'intérêt qui ont été historiquement bas. Tout le monde se rappelle des taux hypothécaires à 2% durant la pandémie, mais même avant ça, entre 2009 et 2019, les taux étaient très bas et c'est ça qui a rendu le coût du financement beaucoup plus abordable pour les nouveaux propriétaires pendant un peu plus de 10 ans. Et un autre élément à ne pas négliger, c'est le nombre record d'immigrants qui sont arrivés au Canada depuis 2016. Nécessairement, plus de demandes, ça a mis une pression haussière sur le prix des maisons. Et après coup, on pourrait dire que 2019 ou 2020, c'est probablement les dernières bonnes années pour aller acheter sa première propriété. Encore là, ça ne veut pas dire qu'acheter en 2026, c'est automatiquement une mauvaise décision, c'est juste que si tu compares ça avec quelqu'un qui a acheté en 2020, juste avant l'explosion des prix, avec un taux hypothécaire autour de 2%, c'est pas la même game, là. Dites-vous que l'acheteur qui arrive après cette forte augmentation-là, de 1, il doit accumuler une plus grosse mise de fonds parce que les prix sont plus élevés, de 2, son hypothèque aussi va être plus élevée, et il va falloir qu'il finance ça avec un taux hypothécaire autour de 4%, 4% qui est le double des taux qu'on avait durant la pandémie. Et de 3, tout le reste autour coûte plus cher aussi, dans le sens que le coût de la vie a augmenté, les taxes municipales ont monté, même chose pour le prix de l'assurance habitation, de l'entretien, puis des rénovations. Sinon, en ce qui est trait au rendement futur de l'immobilier, je ne m'attends pas à ce qu'on ait la même montée des prix qu'on a eu durant la dernière décennie. Si on regarde le rapport sur la stabilité financière de 2026 de la Banque du Canada, le prix d'une propriété canadienne typique, ça a diminué d'environ 20% par rapport au sommet de 2022. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, là. En fait, la dernière fois que l'immobilier a baissé au Canada, c'était au début des années 90. Et le pire là-dedans, c'est qu'avec l'explosion des prix qu'on a vu durant 2020, 2021, 2022, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à penser que l'immobilier, c'était une façon de faire de l'argent facile. Mais c'est plate, mais un actif comme une maison unifamiliale, ça peut pas prendre de la valeur à ce rythme-là éternellement. Les prix peuvent pas monter beaucoup plus rapidement que les revenus des ménages parce que à un moment donné, si tu veux la vendre, cette maison-là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait les moyens de l'acheter. Sinon, il y a aussi la question de la diminution de la population canadienne depuis la fin de 2025. Il faut savoir que pendant plusieurs années, le Canada a connu une croissance démographique très rapide avec les taux d'immigration très élevés. Et logiquement, cette croissance-là, ça a alimenté la demande en logement. Par contre, là, avec le resserrement de l'immigration de la part du gouvernement fédéral, on ne voit plus la même dynamique. D'ailleurs, la SCHL a indiqué que pour l'été 2026, la demande pour les propriétés devrait demeurer faible et que l'augmentation de l'offre locative, ça pourrait améliorer les conditions pour les locataires. Et la SCHL a également dit qu'elle s'attendait à ce que les prix des maisons continuent de baisser à court terme. Donc, tout ça pour dire que la prochaine génération n'a pas besoin de reproduire le modèle de ses parents pour réussir à s'enrichir. En réalité, je pense qu'il faut changer notre façon de voir le fait de devenir propriétaire comme un symbole de réussite ou une étape obligatoire lorsqu'on est rendu dans la trentaine. Si vous avez 35 ans et que vous êtes locataire, vous n'avez pas pris du retard, vous n'avez pas échoué financièrement, vous n'êtes pas systématiquement en moins bonne posture que le gars qui a acheté sa maison. En fait, ça peut même être le contraire. La grosse différence entre vous et la personne qui est propriétaire, c'est que chaque mois,
Le propriétaire, lui, il doit envoyer un paiement à sa banque. Une partie de ce paiement-là, ça sert à payer les intérêts et l'autre portion, ça rembourse son capital, ce qui lui permet ultimement d'accumuler de l'équité sur sa maison. Et c'est ce qu'on considère comme une forme d'épargne forcée, dans le sens que c'est rare qu'une personne va sauter un versement hypothécaire et c'est ce qui fait en sorte qu'il va finir par devenir pleinement propriétaire d'un actif dont la valeur s'est appréciée au fil du temps, conditionnellement à ce que tu l'aies entretenu. Le locataire de l'autre bord, lui, peut décider de payer son loyer puis de dépenser tout le reste. Et si c'est ça que vous faites, évidemment, le propriétaire va se retrouver avec un plus gros patrimoine dans 25 ans. Mais si vous et votre conjointe, vous habitez dans un logement qui est relativement abordable et que vous investissez chaque mois dans votre CELI, dans votre REER, théoriquement, vous pourriez accumuler encore plus de richesses que des personnes qui sont propriétaires de leur maison, mais qui n'ont pas autant d'argent à investir en bourse, du fait qu'il y a beaucoup d'autres coûts que juste le versement hypothécaire à faire. Mon point ici, c'est que je pense que la prochaine génération ne va pas s'enrichir de la même façon que leurs parents. Je suis convaincu qu'ils vont prioriser la bourse plutôt que l'immobilier. Première des choses, si tu vas acheter une maison ou un duplex ou un bloc appartement, ça va te prendre plusieurs milliers de dollars juste pour mettre la mise de fonds. Déjà là, ça élimine un paquet de monde qui ont de la misère à mettre 500 pièces de côté par mois. C'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus de parents qui aident leurs enfants pour l'achat de leur première propriété. On entend parler du fameux transfert de richesse qui s'en vient avec le patrimoine des baby boomers qui va être transféré vers leurs enfants ou petits-enfants. Mais dans les faits, le transfert il est déjà partiellement amorcé. De plus en plus de jeunes adultes vont recevoir des dons de la part de leurs parents juste pour réussir à rentrer dans le marché immobilier. Si on compare avec l'investissement en bourse qui est beaucoup plus accessible pour ceux qui n'ont pas de parents qui sont prêts à les financer, avec les plateformes de courtage en ligne, il n'y a pas de minimum pour commencer à investir. Si tu es capable, tu peux mettre 1000$ par mois, mais tu peux aussi mettre 100$ par mois, 50$ par mois. Tu mets ce que tu peux, mais au moins, tu permets à ton argent de commencer à travailler pour toi. Et rester locataire, ça peut être une stratégie financière comme une autre. En n'achetant pas de maison, de un, vous évitez d'immobiliser une grosse mise de fonds et surtout, vous pouvez investir votre capital ailleurs avec un rendement qui est historiquement plus élevé. Mais encore une fois, cette stratégie-là fonctionne uniquement avec une bonne discipline financière et avec un logement qui reste abordable par rapport à vos revenus. Si la différence entre votre logement versus le coût potentiel d'être propriétaire, ça équivaut à 1000$ par mois et que finalement, vous le dépensez dans d'autres choses, clairement, vous n'êtes pas en train de vous enrichir. Mais à l'inverse, si le 1000$ est investi chaque mois dans votre CELI ou dans votre REER, sur une période de 25-30 ans, là, on parle d'une véritable alternative pour aller bâtir votre patrimoine. Et rendu à la retraite, contrairement à vos parents, la majorité de votre valeur nette ne sera pas immobilisée dans la résidence dans laquelle vous vivez. À la place, avec vos placements, vous allez être propriétaire d'actifs qui prennent de la valeur sans devoir les entretenir, qui produisent des revenus passifs, ça peut être des intérêts, ça peut être des dividendes, et vous pourrez également vendre ces actifs-là selon votre stratégie de décaissement. Encore là, je ne veux pas tomber dans l'extrême non plus, dans le sens que devenir propriétaire, ça reste un excellent choix pour plusieurs personnes. Pour quelqu'un qui attribue une grande importance à avoir sa propre cour, puis qui veut élever ses enfants avec un vrai chez-soi, acheter une maison, ça peut être votre meilleure décision en termes de qualité de vie. À la base, une maison, ça ne sert pas à produire un rendement ou à s'enrichir, ça sert à vivre dedans, dans le sens que dans la vie, tu n'as pas le choix de te loger quelque part. Donc oui, la bourse est plus rentable que de rembourser votre hypothèque. Oui, la bourse affiche une meilleure performance que l'immobilier, mais il ne faut pas oublier que cet actif-là, en attendant, tu habites dedans. L'autre chose, c'est que tu peux être propriétaire, payer toutes les dépenses qui sont liées à une maison et quand même être capable d'investir en bourse. Idéalement, l'un n'empêche pas l'autre. Dans ma tête, devenir propriétaire, ça ne devrait pas vous condamner à travailler uniquement pour rembourser votre hypothèque. C'est juste qu'avec la forte hausse des prix des propriétés au cours des dernières années, combinée avec l'augmentation du coût de la vie, pour bien des gens, c'est rendu impossible d'accumuler la mise de fonds nécessaire ou tout simplement de se permettre des versements hypothécaires de 2000-2500$ par mois, plus les taxes foncières, plus les assurances, plus Hydro-Québec. Et là, je parle même pas de faire changer les fenêtres, de refaire l'isolation ou de remplacer le système central. Dites-vous que quand vous êtes en location, le loyer, c'est le maximum que vous allez payer par mois
pour votre logement. Tandis que quand vous êtes propriétaire, les versements hypothécaires, c'est le minimum que vous allez payer. Après ça, il y a toutes les surprises, les imprévus, l'entretien, les rénovations qui vont venir, qui vont se rajouter à vos paiements. Et pour conclure, le rêve de posséder sa propre maison, c'est loin d'être aussi rentable que ça a de l'air. En partant, l'environnement socio-économique au Canada est devenu beaucoup moins favorable à l'immobilier. Donc, de mon côté, je serais très surpris de revoir l'appréciation des prix qu'on a connus depuis les 10, 20, 30 dernières années. Et au-delà de ça, avec les marchés boursiers qui sont rendus à la portée de tout le monde, vous n'êtes pas obligé d'être propriétaire pour devenir millionnaire. Personnellement, je miserais davantage sur les actions ou les FNB pour bâtir de la richesse plutôt que de chercher à devenir propriétaire à tout prix. Et sur ce, je termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si c'est le cas, laissez un 5 étoiles sur Spotify, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.